Bonjour et bienvenue sur Synapse. Selon notre invité, les investisseurs ont aujourd'hui 3 risques à prendre en considération et à couvrir. Mais avant d'en venir au sujet en lui-même, petit rappel rituel pour nous soutenir. Abonnez-vous, commentez nos émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors quels sont ces 3 risques que doivent prendre absolument en considération les investisseurs aujourd'hui ? Alors, il ne s'agit plus ici de prévoir, il s'agit de se dire qu'est-ce qui est incertain. Et on voit bien, alors il suffit d'ailleurs pour savoir ce qui est incertain de regarder là où les investisseurs, les économistes, etc. ne sont pas d'accord entre eux, quoi. Ça révèle les endroits de l'incertitude. Donc il y a une incertitude cyclique, je veux dire, pour certains, on va continuer à avoir une croissance descente, pour d'autres, on va avoir une récession, donc il y a une incertitude sur la situation cyclique des économies. Il y a une incertitude sur l'inflation. Pour certains, l'inflation va redescendre vers 2% à la fin de l'année prochaine. Donc elle est transitoire, voilà. Donc elle est un peu plus transitoire, mais enfin elle va se calmer dans 18 mois. Pour d'autres, on rentre dans un monde différent où l'inflation va être durablement élevée pour toutes sortes de raisons structurelles. Et pour les troisième risque, pour certains, les banques centrales n'auront pas beaucoup à monter leur taux d'intérêt parce que l'inflation va descendre toute seule, ou parce que la récession va calmer l'inflation sans que les banques centrales aient besoin de s'en occuper. Et pour d'autres, en réalité, les banques centrales devront monter beaucoup plus leur taux d'intérêt que ce qu'elles s'évoquent aujourd'hui, parce que l'inflation est durable, méchante et permanente. Donc, ne prenons pas ici position, disons-nous qu'il y a une très grande hétérogénéité des vues, et que donc un investisseur normal est confronté à des conseillers de tout type, des économistes, des banquiers, etc., et même en interne, parfois, à des gens qui ne sont pas d'accord sur la perspective de croissance, sur la perspective d'inflation et sur la perspective de taux d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, une allocation d'actifs normale doit en réalité protéger les investisseurs par ses choix de portefeuille, à la fois contre le risque de récession, à la fois contre le risque d'inflation et contre le risque de hausse des taux. Donc, il y a une triple protection à mettre en place dans les portefeuilles. Donc, alors, pas simple de trouver l'actif qui réponde, finalement, qui coche toutes les cases, quoi. Il faut réfléchir. Alors, il faut d'abord se dire, qu'est-ce qu'on va chercher comme classe d'actifs si on veut se protéger contre la récession, si on veut se protéger contre l'inflation et contre les hausses de taux. On voit qu'il faut des actifs qui, ne soient pas trop cycliques dans leur rendement. S'ils ont des revenus cycliques, évidemment, ça va être très, très défavorable si on a une récession. Des actifs qui, ont des revenus qui suivent les prix, de manière à ce que le fait que les prix, que les revenus de ces actifs suivent les prix va compenser la hausse des taux d'intérêt. Alors, si vous faites un tout petit peu de maths, vous pouvez voir que ce qu'il faut, c'est que le degré d'indexation du revenu que procure un actif au prix soit supérieur au niveau d'indexation des taux d'intérêt à long terme sur les prix. Alors, chiffrons ça rapidement. On trouve en général que les taux d'intérêt à long terme augmentent comme la moitié de l'inflation. C'est-à-dire si l'inflation augmente d'1 point, les taux lourds augmentent de 50 points de base. Il faut trouver des actifs dont les revenus sont indexés au moins à moitié sur l'inflation. C'est-à-dire qu'ils accélèrent d'au moins la moitié de l'accélération de l'inflation. À ce moment-là, ces actifs vous protègent contre à la fois les hausses de l'inflation et les hausses de taux d'intérêt. Donc voilà, donc il faut passer à la moulinette toutes les classes d'actifs pour se demander, lesquels sont pas cycliques dans leurs revenus, et 2, lesquels ont des revenus bien indexés sur les prix. Alors commençons par les actions. Alors les actions, à la surprise qu'on pourrait avoir, les dividendes sont très bien indexés et sont même surindexés sur les prix. Ce qui est normal, puisque si les prix montent, les entreprises défendent leurs profits, et si elles défendent leurs profits, elles peuvent continuer à verser des bons dividendes, quoi. Donc on a une surindexation des dividendes au prix. Et donc, quand vous parlez de surindexation, ça veut dire que quand l'inflation augmente d'1 point, la croissance des dividendes augmente en moyenne de plus de 1 point. Donc ça, c'est favorable. Et malheureusement, les dividendes sont cycliques. Et alors, du coup, ça explique exactement le comportement des actions dans le cycle économique qu'on voit aujourd'hui. Quand on se dit que ça va aller mal, les actions chutent assez brutalement et ensuite elles remontent assez rapidement. Parce qu'au début, on a l'effet cyclique, et puis après, on a l'effet de protection qui arrive. Et donc, ça raccourcit la durée de temps pendant lesquelles les actions reculent quand l'économie va mal, quoi. Donc, c'est des creux actions, mais avec une correction qui est très rapide. Donc, c'est bien cohérent avec ce qu'on voit.
Après, on peut regarder l'immobilier, si c'est d'accord pour vous. Et l'immobilier... C'est d'accord pour moi. L'immobilier, c'est très bizarre, parce que la quasi-totalité des investisseurs pensent que l'immobilier est une très bonne protection contre l'inflation. Absolument. Or, c'est complètement faux. Les loyers ne réagissent absolument pas à l'inflation. Les loyers vivent leur vie, et ils sont complètement décorrélés de l'inflation. Enfin, le degré d'indexation est extrêmement faible. Regardez cette année qu'en Europe, les loyers vont augmenter de moins de 2%. Alors que l'inflation est à 8 plus, quoi. Donc on n'a pas du tout d'indexation, et c'est vrai aussi aux États-Unis d'ailleurs, on n'a pas du tout d'indexation des loyers au prix. Et donc l'immobilier, c'est une très mauvaise couverture contre les hausses de taux d'intérêt et de prix. Alors, vous parlez de l'Europe de façon globale. En France, la situation est la même? Oui, les loyers français, à nouveau, c'est une droite, quoi. Ça a extrêmement peu de variabilité. Alors, il y a évidemment une partie qui est due au contrôle. Il y a des villes qui ont bloqué les loyers. Donc, je veux dire, les loyers sont pas des prix de marché. Et puis, il y a un indice de référence des loyers qui est pas du tout l'indice des prix à la consommation, quoi. Mais si vous faites Europe ou zone euro ou même États-Unis, enfin, je veux dire, vous avez une très faible corrélation de la croissance des loyers avec la croissance de l'indice des prix, quoi. Donc, ça marche pas normalement, ça marche pas. Et d'ailleurs, dans le passé, les prix de l'immobilier se sont effondrés dans les périodes de hausse des taux d'intérêt, quoi. 2007, c'est assez intéressant. On a beaucoup de croissance encore. La récession, elle n'est pas encore là. Les taux d'intérêt commencent à vraiment monter. Les prix de l'immobilier aux États-Unis plongent complètement, quoi. Donc en réalité, contrairement à une croyance collective assez répandue, l'immobilier, c'est pas du tout une bonne protection contre l'inflation, quoi. Alors après, il faut regarder. Alors là, je parle du résidentiel, de l'immobilier résidentiel. Après, il y a les autres classes d'actifs. Alors là, évidemment, il y a des choses qui sont un peu plus rassurantes. Ce qui marche très bien, c'est tout ce qu'on peut appeler actifs réels. Donc les actifs réels, c'est les infrastructures, tous les matériels pour la transition énergétique, le verre, etc., qui sont non cycliques. Alors oui, par exemple, les champs d'éoliennes ou les usines solaires, c'est pas cyclique, quoi. Si l'économie ralentit, on va continuer à investir là-dedans. Les prix sont pas cycliques non plus. Et les prix suivent l'inflation, parce que c'est des prix de vente au réseau. Donc on a toute une partie des infrastructures. La logistique, c'est pareil, on a besoin toujours de livrer, il y a des gains de part de marché, de la consommation en ligne, et ça. Donc on a tout un bout des actifs réels qui sont non cycliques et dont les prix suivent l'inflation, en gros, quoi. Donc là, c'est assez dur, quoi, comme cœur d'investissement dans le genre d'environnement qu'on a aujourd'hui. Et ça, on peut s'y exposer au travers de fonds. Alors ça, il y a des fonds spécialisés. Ou même d'actions, là, pour le coup, qui sont... Ou alors des actions d'entreprises, des énergies renouvelables, enfin, donc on peut trouver, ou de la logistique, donc voilà. Après, il y a le private equity. Et le private equity, c'est pas mal parce que, évidemment, les valorisations du private equity, c'est les valorisations des actions lissées dans le temps, quoi, puisque c'est des dires d'experts, donc tous les ans, on regarde... Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, les trous actions, ils sont courts. Parce que certes, les actions sont cycliques, mais c'est une bonne protection contre l'inflation. Donc en général, le marché action, il descend vite, puis après, il remonte vite, quoi. Je veux dire, regardez pendant la Covid, c'était quand même impressionnant. Le marché action s'effondre au deuxième trimestre 2020, mais dès le troisième trimestre, il repart, quoi. Je veux dire, donc ça, les sorties de trous actions sont très rapides. Donc en fait, le lissage des valorisations du private equity fait qu'ils n'ont pas le temps d'être affectés par des trous actions de court terme. Alors, si vous avez une crise longue, évidemment... C'est ce que j'allais vous dire. Si vous avez... Parce que les valorisations du private equity sont tout de même plutôt tendues aujourd'hui. Oui, c'est cher, on va dire. Et on voit, aux États-Unis, ça continue à monter un peu. En Europe, c'est un tout petit peu baissé. Mais elle reste élevée. Mais si vous voulez, si le marché action descend... mais dans 3 mois remonte aussi vite qu'il a descendu, ça donne pas le temps de changer les valorisations du private equity, quoi, qui sont à nouveau sur un pas de... Donc ça permet de réduire la volatilité d'un portefeuille. Donc vous avez beaucoup moins d'effets cycliques dans le private equity que dans les actions cotées, ce qui explique d'ailleurs le basculement complet du financement des entreprises. Vous savez qu'aux États-Unis, on a totalement inversé en 30 ans, c'est même 20 ans, pardon, les proportions entre le nombre d'entreprises cotées et le nombre d'entreprises qui sont dans des fonds de private equity. Donc, il y a 2 fois plus d'entreprises dans des fonds de private equity que d'entreprises cotées aujourd'hui aux États-Unis. Et ça explique ça. On se débarrasse assez largement de la volatilité à quelques mois des marchés d'actions. Et puis, il reste les émergents.
qui sont une classe d'actifs dont on parle pas assez, parce que les investisseurs, eux, les regardent de très très près. Alors là, les émergents, c'est très compliqué, parce que ça n'existe pas, les émergents. Il y a plusieurs types d'émergents. Il y a une classe d'émergents aujourd'hui qui est extrêmement intéressante, extrêmement résiliente, etc. Ce sont des émergents qui, ont beaucoup d'épargne, donc n'ont pas besoin de s'endetter pour financer leur croissance, donc ils sont très peu sensibles à la remontée des taux d'intérêt, et deux, sont exportateurs de matières premières, puisque eux, au contraire, l'inflation les favorise, quoi, je veux dire. Et là, vous en avez plein d'émergents comme ça. Il y a beaucoup de pays en Amérique latine, le Chili, la Colombie, etc., le Pérou, le Mexique, et puis plein de pays en Asie du Sud-Est, il y a tout le Moyen-Orient, et il y a plein de pays aussi en Afrique, qui sont dans cette catégorie-là. Donc il y a quand même tout un bout des émergents. Alors bien sûr, ensuite il y a les mauvais émergents, quoi. Il y a ceux qui sont les consommateurs. Il y a ceux qui ont d'énormes dettes extérieures, et il y a ceux qui importent des matières premières. Le pire, c'est la Turquie. C'est tout. Mais vous pouvez trouver beaucoup de pays émergents qui sont une excellente protection contre le type de risque qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un actif que vous n'avez pas mentionné, Patrick, ce sont les obligations indexées sur l'inflation. Est-ce qu'il faut s'y intéresser ou pas ? Alors évidemment, c'est un actif important, c'est 12% de l'encours de la dette du Trésor français, donc c'est un très gros actif. Bon, comme tous les actifs, alors évidemment, ça marche très bien comme protection sur l'inflation, mais ça marche très bien pour ceux qui avaient acheté la protection avant qu'il y ait de l'inflation. Donc on n'achète pas une obligation indexée au pic de l'inflation, bien sûr, on l'achète avant qu'il y ait de l'inflation. Ceux qui l'ont fait en sont très contents. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une stratégie qu'on peut mettre en place aujourd'hui, quoi. C'est une stratégie qu'il fallait mettre en place. C'est trop tard préventive, oui, parce que c'est cher. L'autre point, qui est quand même un point un peu philosophique, c'est est-ce que c'est aux États à assurer les investisseurs institutionnels contre l'inflation? Alors évidemment, les investisseurs institutionnels demandent aux États de les assurer contre l'inflation, ça c'est leur rôle. Mais est-ce que les États doivent le faire? Est-ce que c'est un partage normal des tâches que les États protègent les investisseurs institutionnels contre l'inflation? Ou est-ce qu'il faudrait que les investisseurs institutionnels se protègent contre l'inflation eux-mêmes en investissant sur les autres classes d'actifs dont on a parlé avant? Parce que ça coûte très très cher aux États, donc faire du déficit public pour protéger les investisseurs de l'inflation, est-ce que c'est légitime? Je pose simplement la question. Bon, si je résume, donc les obligations indexées sur l'inflation, c'est trop tard. Bon, on l'a pas développé sur les obligations, mais compte tenu de l'environnement actuel et des relèvements de taux qui se dessinent. Les obligations, pour l'instant, on n'y touche pas. Avec peut-être, si vous me donnez encore 10 secondes, Vincent, il y a quand même des cas assez particuliers. Il y a les quelques pays, alors là, c'est pas la France, ça prend l'Italie, où les taux d'intérêt sur la dette publique arrivent à un niveau qui redevient très, très attrayant, même s'ils vont continuer à monter. Si vous pouvez avoir 3,50 sur un portefeuille de dette de l'État italien, honnêtement, ça se regarde. Et d'ailleurs, on voit que les Italiens le regardent. Vous savez qu'en particulier en Italie, on peut acheter de la dette publique au détail dans les réseaux bancaires. À ces niveaux-là de taux, ces niveaux-là de taux sont plus élevés que l'inflation sur les 10 prochaines années, quoi, je veux dire. Et donc, il y a quelques pays européens où on peut, c'est pas encore le cas de la France, ni encore moins de l'Allemagne, évidemment, mais il y a quelques pays européens où on peut commencer à re-regarder les dettes publiques. Et d'ailleurs, dans ces pays, les assureurs recommencent à faire le marketing du fonds en euros, investi dans la dette publique du pays. Donc c'est assez intéressant de voir que quand on se met à passer 3% sur des rendements obligataires pour l'État, on revient à des structures de portefeuille beaucoup plus traditionnelles. Bon, en France, on n'y est pas encore. Mais vous l'avez dit, c'est pour une vision de long terme, puisque à court terme, les taux vont encore monter, et donc on peut avoir des prix plus intéressants. Les actions, c'est mitigé, c'est à la fois intéressant contre l'inflation, mais compte tenu du ralentissement qui peut se profiler. Si vous êtes indifférent aux 6 prochains mois, vous pouvez quand même acheter des actions. Bon, en y allant progressivement, encore une fois, il faut raison garder et ne pas y préjuger du résultat final tout de suite. À nouveau, on n'est pas encore au pic d'inflation de la zone euro, ni au pic des taux. Exactement. Donc, et puis, on a pas mal de turbulences, sans doute à venir encore. L'immobilier, ça vous l'avez dit, donc là, c'est pas une bonne protection. Mais tout le monde croit que c'en est une. Voilà, mais en réalité, c'en est pas une. Très bien. Donc ça, je pense que ça appellera beaucoup de commentaires de la part des internautes. Et puis, vous dites, finalement, s'exposer aux infrastructures d'une façon ou d'une autre. Des infrastructures non cycliques. Non cycliques, bien évidemment. Le private equity. Oui, parce que ça lisse tout. Donc. Voilà. Donc on a fait le tour.
Et les émergents. Et les émergents, pardon. Les exactement. émergents non endettés et producteurs de matières premières qui sont vraiment une classe d'actifs très intéressante. Bon, Patrick, merci beaucoup. Merci à toi. vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez, commentez et mettez un pouce vers le haut. À très bientôt.